Plus. Soyez les bienvenus, les vraies voix jusqu'à 19h, le numéro de téléphone, vous le connaissez maintenant, mais c'est toujours bien de le rappeler, 0826 300 300, toujours bien aussi de rappeler que vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube et un petit peu partout sur tous les réseaux sociaux, histoire de ne pas nous rater au cas où. Et autour de cette table, Philippe Bilger, président de l'Institut de la Parole, Bruno Pomar, ancien membre du RAID, et François Drugy, ancien président de l'Assemblée nationale et ancien ministre de l'écologie et devenu expert, consultant. Et Philippe David, bien entendu, en attendant, c'est Seul contre tous. Les vraies voix Sud Radio, Seul contre tous. François Drugy, vous pensez que vous serez seul contre tous, la gauche social-démocrate n'existe plus. Oui, c'est le constat que je fais et je pense que je suis pas le seul à le faire en France. Peut-être existe-t-elle encore dans d'autres pays européens, mais en France, on a eu ce week-end le lancement de la campagne présidentielle de Jean-Luc Mélenchon et on voit bien que Jean-Luc Mélenchon occupe une place centrale dans la gauche française maintenant depuis de nombreuses années, puisque rappelons que en 2017 comme en 2022, il a fait un gros score à l'élection présidentielle, loin devant les autres candidats de gauche. La gauche social-démocrate, qu'est-ce que c'était ? Si on prend des figures, c'était sans doute Jacques Delors, Michel Rocard, qui disait oui, il faut de la solidarité, il faut de la protection sociale, mais pour la financer, il faut une économie prospère. Avant de redistribuer l'argent, il faut déjà créer de la richesse et il faut quand même penser à gagner de l'argent avant de le redistribuer. Et on a l'impression que pourtant ce raisonnement assez simple a complètement disparu dans le paysage politique à gauche. On pourrait y ajouter l'écologie, où la gauche a repris les thématiques de l'écologie, et je pourrais dire tant mieux, mais au lieu de le faire dans une logique de progrès technologique, scientifique et de progrès économique, c'est au contraire dans une logique de peur, où le moindre sujet, on agite les peurs, et où on est de plus en plus dans un refus même du progrès technologique, ce qui évidemment conduit aussi à ne pas avoir de développement économique. Alors on pourrait se dire peut-être Raphaël Glucksmann va essayer de faire exister cette gauche social-démocrate, sauf qu'on tend l'oreille et on n'entend rien sur l'économie, justement. Je parle même pas des autres sujets comme l'immigration, la sécurité, où là l'esprit d'une gauche de gouvernement tout simplement semble avoir complètement disparu, y compris chez quelqu'un comme Raphaël Glucksmann. Mais sur l'économie, on ne l'entend pas. Et quand il dit des choses, c'est pour suivre finalement ce que disent les gauches radicales comme celle de Mélenchon sur la taxe Zuckman ou ce genre d'idées où on se préoccupe d'abord et avant tout de taxer des richesses avant de les produire, avant de les créer. Et moi, je pense que c'est dommage pour la France, pour un grand pays comme la France, qu'il n'y ait pas un courant de gauche responsable, social-démocrate, qui se préoccuperait autant d'une politique économique dynamique, d'une économie française dynamique que de la protection sociale. J'ai scrupule à vous contredire, mon cher François. Non, mais par esprit de contradiction. Pour une fois que vous avez des scrupules. Merci. Parce que vous êtes évidemment mieux placé que nous tous pour appréhender ce qui s'est passé. Et je crois que c'est ce que beaucoup de Français ressentent. Mais je pense que modestement, vous êtes trop pessimiste. Parce que j'entends bien qu'il n'y a pas de gauche social-démocrate au sens où vous la souhaiteriez, c'est-à-dire avec un programme véritablement social-démocrate. Mais il me semble tout de même qu'on voit renaître quelque chose qui relève de la social-démocratie pour des motifs de pur pouvoir personnel. Au fond, l'omniprésence, l'impérialisme d'un Mélenchon oblige ce qu'il y a encore de social-démocratie en France à se camper tout de même de manière relativement audacieuse. Et moi, je ne désespère pas, je ne voterai pas pour eux, mais il est évident qu'aussi bien François Hollande, s'il revenait dans un trou de souris élargi, bien sûr, ou Glucksmann, représente une forme d'espérance pour la social-démocratie. Alors, moi déjà, je crois une chose, la social-démocratie, elle n'est pas morte. Elle est réduite à la portion congrue dans les urnes, mais elle n'est pas morte. Il y a Hollande, il y a Glucksmann, il y a Bernard Cazeneuve. Attal. Absolument, Gabriel Attal. Mais Emmanuel Macron, c'est de la social-démocratie, hein.
C'est pas autre chose. Édouard Philippe, c'est de la social-démocratie. C'est-à-dire que c'est du gouvernement plutôt de gauche au niveau sociétal et complètement taxophile. C'est-à-dire qu'il ne pense qu'à créer des impôts et des taxes. Donc la France est un pays social-démocrate depuis des années. On est le pays le plus taxé au monde avec le Danemark, pardon, qui est le temple de la social-démocratie, qui a remplacé la Suède qu'il était dans les années 70. Donc en clair, la social-démocratie, on y est. Et on y est depuis maintenant à peu près 45 ans, 50 ans. Donc la social-démocratie est pas morte. La France vit en social-démocratie, ce qui explique d'ailleurs ces 45 années de déclin. Je retrouve le Philippe David tout à fait étonnant. C'est-à-dire que vous réglez le problème du point de vue proféré par François en disant que la social-démocratie, elle est partout. Mais oui, mais Macron, il est social-démocrate, cher ami. Il n'a fait que de créer des impôts et des normes. C'est ça la social-démocratie. Mais non, ça n'est pas que ça. Où allez-vous chercher ça? Vous allez vous lever vos bons sourcils. Excusez-moi, cher ami, comme disait Lénine, les faits sont têtus. Mais attendez, Édouard Philippe, citez-moi, excusez-moi, cher ami, François. Cher ami. Vous avez bien foutu la merde, François. Non, mais attendez, excusez-moi. Certains disent que la France, c'est un enfer ultra-libéral. Vous connaissez un pays, ultra-libéral? Ça, c'est ce que dit la gauche radicale, justement. Vous connaissez un pays ultra-libéral où 57% du PIB est en dépenses publiques? Sûrement pas. Vous connaissez un pays ultra-libéral qui a... Il ne l'est pas. Ah ben oui, donc il est social-démocrate. Mais non. Mais parce qu'il n'est pas marxiste, j'irai pas jusque-là, et il n'est pas ultra-libéral. Voilà. Oui, mais est-ce que c'est parce que le projet social-démocrate, en quelque sorte, a été réalisé? Mais oui. Et je suis pas loin de le penser, en effet. Mais il a été réalisé. La gauche social-démocrate a disparu au profit de la gauche radicale. Parce que c'est quand même ça qu'on voit aujourd'hui, même dans les urnes. Vous me permettez de dire ce que je pense depuis des années? C'est qu'en fait, ils n'ont jamais atteint l'Élysée, mais la politique actuelle, c'est le triomphe de Jacques Delors et de Michel Rocard. Sachant que François Hollande a quand même été président de la République il y a pas si longtemps, entre 2012 et 2017. Qui a fait du social-démocrate. Et l'homme providentiel, ça pourrait pas être Castex? Oula. Oui, mais... je sais pas, on n'était pas prêts. Dans les chemins de notre ami Philippe David. Non, mais je sûrement que Philippe David le considère comme social-démocrate. Non, mais il analyse bien. Non, mais François de Rugy analyse bien la politique, évidemment. Il est très bon. Non, mais il m'a pas répondu. Non, mais Jean Castex. Alors d'abord, moi, je crois pas du tout aux hommes providentiels. Et deuxièmement, Jean Castex, oui, il a l'air bien occupé à la SNCF, et je pense qu'il se sent mieux à la tête de la SNCF, qui a été, paraît-il, son rêve pendant longtemps, qu'il a donc réalisé, plutôt que de se lancer dans une hypothétique campagne présidentielle qui l'obligerait évidemment à quitter la tête de la SNCF pour quand même un résultat qui est loin d'être gagné. Moi, je vais vous dire, je le vois pas devenir la locomotive de la Macronie. Et pourtant, il en connaît un wagon. Il a même connu une wagon. Et il pourrait nous remettre sur le bon rail. Il plaît beaucoup au président. Et il plaît aux gens. Parce qu'à question de se parler entre élites, il plaît aux gens. Peut-être. Moi, chaque fois que j'en parlais, comme il est de chez moi, en plus de Prades, il était maire de Prades à côté de Prades. Moi, dès que j'en parle dans mon village partout, Castex, on dit waouh. Ah non, mais c'est vrai. Castex, tous les oiseaux là, c'est bon. Mais Castex, c'est comme Chirac. Il a l'allure de ce que il a l'allure comme Barnier à l'époque où on disait qu'il avait l'allure d'un président. Quand tu vois même dans le comportement du personnage, le mec il va prendre le métro. Alors rien que ça, c'est con, non, vous avez raison. Ou tous les pachas, Madame Borne qui dit Première ministre, si on m'enlève ma voiture, mon gars, c'est fini. Je veux dire, les gens on en ras le cul de ça. Heureusement que le président de la RATP prenait le métro, puisqu'il était président de la RATP avant d'être président de la SNCF. Premier ministre, il aurait pu avoir la voiture avec le chauffeur, etc. Et ça plaît aux gens. Humainement, les élites, évidemment, ça ne fait pas un programme. Mais pour moi, excusez-moi, mais il prendra sa décision en responsabilité. Comme il le disait tout le temps pendant le Covid. Oh, il serait capable même de manger du homard. C'est facile, ça. Mais humainement, il est formidable. Bien sûr, moi je trouve. Bon, écoutez, on verra s'il nous entend. Il y aura peut-être des rebondissements dans cette campagne présidentielle. Peut-être que s'il y avait en tout cas candidature, on pourrait lui renvoyer Monsieur Pomar. C'est peut-être vous qui allez lui donner cette idée.
Alors, il nous écoute en disant tiens, j'avais pas pensé, il a raison. Je dis bientôt avec le ministre des Affaires étrangères qui m'a invité. D'accord. Expert associatif, prévention, etc. Donc, le ministre des Affaires étrangères, c'est tant mieux, j'y vais avec grand plaisir. Il n'a pas été mauvais hier. Je vois bientôt Gabriel Attal qui me rencontre, mais vous savez que je suis un pragmatiste. Mais vous voyez tout le monde, vous? Non, mais je vais me permettre que juste. Les sociodémocrates. J'ai aucune ambition parce que tous se réveillent là. Je vois Madame Nathalie Kosciusko-Morizet qui revient des États-Unis, qui est tout de suite avec le truc, parce qu'elle se dit peut-être je serai ministre de l'intelligence artificielle. Elle a changé d'horizon entre Moi, les si je vais les voir, ces gens, c'est juste pour leur dire mon ressenti de mon expérience de terrain, de ma vie d'homme de terrain que je suis, et pas de cette caste politique. Excusez-moi, mon cher François de Rugy. D'accord, les élites. Voilà. Moi, je sors de tous ces gens-là. Moi, ça m'intéresse pas. Sinon, vous me les envoyez, je vais leur parler de vous. Vous allez voir. Vous vous rendez compte que dans un an, il sera peut-être ministre de l'Intérieur? Ministre italien, ça me plairait, comme a fait Mitterrand il y a quelques années. Bruno Pomar, puisque vous avez largement pris la parole et que c'est encore de nouveau votre tour. François de Rugy parle beaucoup plus. L'affaire Liana fera changer les choses dans la justice. Et ça, ça rebondit un peu sur le sujet qu'on a fait tout à l'heure, mais vous pensez que vraiment ça peut changer quelque chose? Oui, parce que d'abord, ça peut pas continuer évidemment comme ça. Et là, on voit qu'il y a la population qui se lève. Ce soir, par exemple, je vais aller devant le tribunal de Paris pour manifester mon mécontentement auprès des magistrats. J'ai ma compagne qui est élue dans le Val-de-Marne qui va faire pareil. Enfin bref, la population se soulève. Je pense pas l'avoir vu ce genre de truc. Aller devant des tribunaux manifester. Alors c'est pas contre Gérald Darmanin parce que je trouve qu'il fait bien le job et ce qui lui arrive là, le pauvre, je le plains. Parce que vraiment, en tant que ministre intérieur, il était bon. En tant que ministre de la Justice, il a fait plein de choses intéressantes. On l'a vu, les prisons intermédiaires qui commencent à poindre le jour. Enfin bref, il y a pas mal de choses qui sont faites. Et là, avec les déclarations qu'il a faites depuis quelques jours, en mettant un peu les procureurs aux ordres. Au pied du mur. C'est pas gagné, au pied du mur. Il les convoque un par un, ça va être vite réglé. Et je pense que disait notre ami Philippe Bilger tout à l'heure, c'est qu'à un moment donné, les 70 000 dossiers, même s'il faut qu'ils bossent 800 heures, ça leur changera, parce que, à mon avis, il y a certains magistrats qui ne veulent pas bosser 35 heures par semaine. Ça leur fera du bien de se mettre au taf et de répondre à ce qu'attend la population, c'est-à-dire la justice, surtout sur les faits qu'on connaît là, parce que c'est insupportable. Vous parliez tout à l'heure de François de Rugy, de l'aide sociale à l'enfance. J'ai mon ami qui est formidable, qui s'appelle Isabelle Santiago, qui a fait un rapport. C'est une catastrophe. Quand on commence l'aide sociale à l'enfance, on aboutit à ce qu'on voit, les drames de Barella, et c'est ça. C'est ce que ça donne, parce que quand on va creuser derrière ce mec-là, ce qui s'est passé, son frère aussi qui a été foutu en garde à vue, on se rend compte qu'avant, il y a eu des choses. Donc, il y a un travail considérable à mener, et il faut que la justice se réveille. Voilà. Et je pense que Darmanin est à même de le faire, il faut le soutenir. Le paradoxe, ma chère Cécile, mon cher Philippe, c'est que Bruno est plus optimiste que moi. J'avais proposé un sujet que je vais greffer parce qu'il s'accorde parfaitement au vôtre. Je suis très inquiet. Je crois qu'après une apparence de réforme, à nouveau, nous allons nous retrouver face à des dangers, à des dysfonctionnements, à des tragédies. Ça sera, je peux le garantir avec une infinie tristesse. Lorsque je vois que la conférence nationale des procureurs a dit que la colère n'était pas un bon signe. Qu'est-ce qu'on peut avoir devant une tragédie pareille? Oui, c'est clair. Et deuxièmement, qu'il ne voulait pas de sanctions pour les magistrats. Non. Ça montre que les magistrats, les procureurs sont complètement à côté de la plaque. Et je crains qu'après une effervescence, grâce notamment à Gérald Darmanin, vous avez raison, qui a dit à la fois c'est une faillite de l'État et une faillite de certaines pratiques judiciaires, on retombe dans l'ornière d'avant. Moi, je crois que ça ne change rien. J'ai reparlé du drame de Laetitia Perret. Ça a eu 10 jours de grève des magistrats, Sarkozy était au pouvoir, ça n'a rien changé. Pour que ça change, il faudra attendre 1 an avec éventuellement un gros changement à l'Élysée, à l'Assemblée nationale. Allez, merci beaucoup messieurs, à retrouver bien entendu ces débats sur notre chaîne YouTube. Et puis dans un instant, l'info en plus, peut-être une bonne nouvelle, du paracétamol 100% fabriqué en France sera produit début 2027. Nous serons avec la directrice de l'accès au marché de la communication des affaires publiques, la RSE, de chez UPSA. Laure Lechartier sera avec nous dans un instant. À tout de suite. 17h-20h, les vraies voix Sud Radio.